Oui, voilà. En octobre 1998, dans le magazine Kera, on décèle la première occurrence d'une personne habillée en gothique. Merci Chapka, merci pour les 100 bits. Non, en vrai, c'est un peu un live filler aujourd'hui. Hein. Vous attendez à rien, hein. Même moi je m'attends à rien. Hein. Si on se fait chier, c'est pas grave. Hein. J'ai fait un live hier, il était très bien. Si vous voulez aller le voir, allez le voir. Avec un teint de porcelaine, un maquillage bleu et des cheveux blonds coiffés en couette, on a le sentiment de scruter une poupée. La forme de sa robe évoque la Lolita japonaise, mais ses couleurs sombres... Alors Avi, vous en pensez quoi avant qu'on regarde la vidéo? Vous en pensez quoi du style gothique Lolita? Merci C3PO, merci pour le sub. Merci 3R15, merci beaucoup. Merci 30R15. J'ai déjà vu mes réabonnements quand même, let's go. Merci fort pour les Forl 34F. Putain, vous avez que... Les gens qui ont donné, ils ont que des noms de code. Merci pour les 100 bits, pardon. Pas fou, mais ils ont leur style. Je kiffe le goth Lolita. J'aime bien le style gothique en général. C'est sympa, mais ça fait trop daté. Ah ouais, daté? Merci Ascarab Plapla. J'ai pas d'avis. Moi j'aime bien si c'est juste pour le style pur. Trop stylé et frustré qu'il n'y ait pas de version masculine convaincante. Ah oui, c'est vrai. Après, il y a un peu, hein. Merci Tenkai. Il y a un peu, mais du coup, c'est un peu femboy. C'est vrai qu'il y a des versions masculines, mais c'est toujours un peu femboyisé, quoi. Ça dépend à quel point t'acceptes une part de féminité dans le style, quoi. C'est sûr que ça tourne beaucoup autour des froufrous, des collants, des bas, des barésilles, des talons hauts, des chokers. Le goth Lolita, c'est millénial. Oui, oui, parce que... Oui, bah oui. Mais c'est vieux, quand même, hein. C'est vieux, hein, le goth Lolita, tu peux faire revenir ça aux années 80-90 déjà. Hein. Culte de la maigreur dans ce style. Ouais, je pense qu'il y a un truc autour de l'anorexie qui est pas ouf, c'est vrai. Bah, autour du fait d'être une sad girl et globalement de se faire du mal. Hein. Voilà. Hein. Pourquoi tu as une chaîne de replay non officielle? Y a pas un peu de thune à gratter? Parce que c'est pas moi qui poste. C'est quelqu'un qui poste mes vidéos. Et il est très gentil de le faire, je le remercie. Merci Castro Fidèle. Merci d'être fidèle et de poster. Mais voilà. Après, je pourrais ouvrir une chaîne officielle, hein, mais je m'en fous pour l'instant, c'est bon. En fait, si j'ai envie d'être sur YouTube, c'est pour poster des vidéos, pas pour poster des replays. Mais poster des replays, c'est très très bien. Je suis sûr que dans le chat, il y a des gens, ils ont découvert via YouTube. Tu es beau sur YouTube? Bah oui. Tu devrais, Moufette. Merdi, gastro fidèle. Bah, c'est pas trop. Oui, ouais. En vrai, ça te ramène des vues. Ouais, je sais. Première fois sur ton live, personnellement, je te regarde énormément en replay sur la chaîne non officielle. Ok. Bah, t'aimes bien les gros pixels. Parce que généralement, la qualité, elle est pas... Ouais, voilà quoi. Ça te fait quoi d'être en 1080p? C'est une dinguerie quand même, hein. C'est un choc, hein. Oh, je suis une merde. Je suis une merde parce qu'en plus, il poste vraiment tous les jours. Mais par contre, oui, il poste en 360p, quoi. Les Minia, elles changent jamais. Mais ça finit par être une esthétique, hein. Les Minia YouTube de Fidel Castro, ça finit par être une esthétique de fou, hein. Plateforme démesurée et son chapelet coïncident avec une esthétique gothique européenne. 25 ans plus tard, le gothique Lolita aura fait son bout de chemin, traversé les médias, atteint l'international, jusqu'à devenir un style vestimentaire plus ou moins méconnu, dont le nom évoque de nombreux stéréotypes. Moi, en fait, mon avis sur le gothique Lolita, c'est que j'aime bien le style, mais le noir me suffit pas. Moi, je trouve que tant que tu ramènes pas un peu de couleur, tant que tu ramènes pas un peu d'autres vibes, je trouve que c'est pauvre. Voilà mon avis. Donc j'aime bien, hein, j'aime bien. En fait, j'aime bien les formes, j'aime bien les textures, j'aime bien comment c'est arrangé, les arrangements, mais je trouve que ça manque de couleur, quoi. Mais comme beaucoup de trucs gothiques, hein, après je suis une merde. Hein, le gothique, il y a pas de couleur, c'est logique. Noir rose, noir blanc stylé. Oui, oui, bah le noir blanc, ça peut être intégré en tant que tel dans le style gothique. Mais le noir rose, c'est plutôt pastel goth, c'est comme ça qu'on dit. Les pastels gothiques. C'est celles qui mêlent des esthétiques très enfantines pastel avec du gothique, quoi. Contre son compte, t'es habillé en noir, Moufette. Oui, mais je mets d'autres couleurs. En tout cas, j'essaye. Mais oui, des fois, je m'en veux parce que je porte trop de vêtements noirs, hein, moi. J'essaye justement de varier un peu. Nier Automata Core, oui. L'émission Outfit a fait une super émission dessus. Oui. Je vais devenir une Lolita avec 50 couleurs. Bah oui, c'est sympa. Train hype, 1 minute. Ah! Plus personne ne donne, c'est fini.
Issu du rock japonais des années 90, ce style a pourtant une histoire riche, au croisement entre la littérature, l'art du spectacle et la mode. Hello, je suis Tentacule et ici on décortique ensemble des styles vestimentaires alternatifs et des contre-cultures. Aujourd'hui on se penche sur un sujet qui me tient personnellement très à cœur, mais... Ah oui, elle, ça se voit que c'est son lore, quoi. Merci Siols, merci pour les 500 bits, let's go. Wouhou. Promis, je serai la plus objective et rigoureuse possible. Le problème du gothique Lolita, c'est le mot Lolita. Quoi qu'on pense du Lolita, ça va. C'est pas... En fait, ouais, bref. D'habitude, je précise que mes vidéos... Je sais que c'est un débat éthique, dans la mode, dans même les imaginaires sexuels, tout le rapport à l'enfance, à l'edge play et tout ça. Je sais que c'est un sujet. Mais au bout d'un moment, c'est mainstream, ça ne touche pas que des gens qui sont forcément matrixés par ces choses-là. Il faut interroger les meufs qui ont du plaisir à avoir à porter ces esthétiques-là, et est-ce qu'elles revendiquent, est-ce qu'elles produisent dans le regard des autres. Tout ça, il faut l'interroger. Et il faut pas juste être bête et dire c'est pédo. C'est plus complexe que ça, tu vois. Merci Adèle. Merci pour les 5 subs, let's go. Let's go. Malheureusement, le train était fini. Mais merci beaucoup Adèle. Lolita, c'est pédo. Bah... En quoi c'est pédo? Selon quel angle? C'est pédo parce que t'es peut-être un mec et que toi, quand tu regardes ça, ça te met mal à l'aise. Mais dans la tête d'une jeune fille qui aime bien se sexualiser et qui aime bien paraître plus grande que son âge, est-ce que c'est le même regard, tu vois? Merci Fishy Frame. Je pourrais te dire que oui, mais peut-être qu'elle est beaucoup moins à l'aise avec ce regard-là que toi tu l'es. Ça fétichise quand même. Bah oui, mais est-ce qu'on va interdire à des jeunes filles de se fétichiser? Désolé, mais comme toute jeune fille à son adolescence, elle découvre le potentiel qu'elle a. Et ça passe aussi, je veux dire, n'importe quelle fille à son adolescence a été un peu une Lolita. Le jour où elle s'habille un peu trop sexy pour aller à la boum du lycée, et que son daron lui dit de pas sortir comme ça, bah c'est une Lolita. C'est ça le principe d'une Lolita. C'est qu'elle s'habille un peu trop tôt pour son âge avec des vêtements pour femme adulte. Hein. C'est un peu ça le principe. Hein. À la base, c'est ce que ça veut dire Lolita. C'est une jeune fille qui est attirée par le fait de paraître plus âgée. Voilà. Quand t'es adulte, c'est cringe. Bah oui, moi je juge... Moi, ce qui me... Moi, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est l'imaginaire sexuel de vieux mecs qui ne vivent qu'au travers de ces esthétiques-là pour jouir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, aux hommes de s'éduquer, voilà. J'ai de nouveau accès à Vieux Man grâce à Nivelle. La définition, c'est jeune fille aguicheuse. Oui, mais par quel biais elle est aguicheuse? Et le biais, c'est surtout le biais du vêtement, et de l'esthétique, et du corps. Je veux dire, c'est facile de dire, oui, c'est juste jeune fille aguicheuse. Mais oui, mais comment tu aguiches? Très très vite, tu en reviens au vêtement, en fait. Parce que c'est un outil, le vêtement, pour une femme, pour aguicher. Alors, ne peuvent pas être exhaustives dans le sujet qu'elles abordent. Je repose mon travail sur de très nombreuses recherches et sources que vous retrouvez. Oui, et puis à la base, c'est un roman russe... Pédocore, oui, pas de souci, oui, je sais. En légende, et si vous avez des éléments ou des observations à rajouter, vous êtes bien sûr les bienvenus en commentaire. Ceci étant dit, accrochez-vous, c'est parti. Habituellement, on commence toujours avec un peu d'étymologie pour comprendre... Mais à mon avis, elle va en parler, hein. Regardez, je regarde le chapitrage. Représentation médiatique, je pense qu'elle va aborder le sujet. Hein. Dans le cœur d'un mouvement. Mais pour ce sujet, c'est pas très pertinent, parce que même si on décortique... Elle est bien cette youtubeuse. Bah oui, parce que je trouve que c'est bien. Au moins, elle deep dive dans une esthétique, et je pense que, de ce que j'ai vu, elle aborde les questions éthiques aussi, autour de l'esthétique et tout ça. Et moi, je trouve ça intéressant, c'est pour ça que je regarde. C'est pour ça que je trouve ça politique aussi. Parce que il y a une part de politique. À partir du moment où on t'interroge le sens de pourquoi des meufs portent certains vêtements, ce qu'elles cherchent à évoquer, ce que ça produit dans la société, l'imaginaire sexuel qu'il y a autour de ça, c'est une question politique, c'est une question de vivre ensemble. Un par un, ça ne va pas dire grand chose du mouvement. On va rester sur quelque chose de très superficiel. On va quand même se pencher très rapidement là-dessus, au moins pour déconstruire quelques idées préconçues. Déjà, le terme gothique. J'ai déjà dédié une vidéo à ce sujet, donc on va se la faire en ultra condensé. C'est un terme qui permet de désigner les cultures et les arts gothiques. À l'origine, l'art gothique représentait des scènes religieuses très colorées, très vivantes.
mais l'évolution du terme l'a mené à désigner le romantisme noir, le romantisme allemand, tout ça. Fantastique, ainsi que des thèmes morbides et moroses. Ouais, finalement, le gothique n'a pas grand-chose de gothique en soi, si on peut, historiquement. C'est à ne pas confondre avec la culture goth des années 80, même si c'est une contre-culture qui s'inspire beaucoup des arts gothiques. De son côté, le terme Lolita peut vraiment porter à confusion. Au Japon, le terme Lolita n'a rien à voir avec le roman de Vladimir Nabokov. Oui, voilà. Intéressant déjà comme distinction. La Lolita japonaise est associée à un style vestimentaire élégant, parfois mignon, assez prude, qui s'inspire de costumes historiques, de la poupée. Bah oui, c'est pas que infantilisant. Je veux dire, durant l'époque victorienne, c'était les mêmes costumes, hein. Et des contes de fées. Contrairement à une idée préconçue que j'ai souvent entendue, ça n'a pas vocation à sexualiser l'enfance. Pas du tout, du tout. Ce mouvement fait son apparition dans les années 60 et 70 au Japon, mais ne prendra sa forme actuelle qu'à partir des années 90. Le mouvement Lolita a une histoire très riche et complexe. On n'aura pas le temps de tout développer ici. Mais ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Qui sait. Le gothique Lolita serait donc en conséquence le mélange de ces deux univers. Mais oui, énorme pays de détraquer le Japon. Bah oui, de ce point de vue-là, oui, on peut pas. vu le pays, c'est toujours compliqué d'aborder la question de non, c'est pas sexualisé. Les enfants ne sont pas sexualisés du tout, non. À quel moment est-ce qu'on a trouvé pertinent de mélanger les deux? Est-ce que ce sont les Lolita qui seraient allés chercher les éléments gothiques? Et moi justement, je trouve, moi c'est ce qui me plaît bien, c'est que je trouve l'alliance des deux très intéressante. En termes d'imaginaire, moi j'aime bien, c'est pas mal. En fait, pour moi, la base, je pense que c'est bête, hein, mais le récit, pour moi, le récit fondateur du gothique Lolita, c'est Alice au pays des merveilles, plus que le roman de Nabokov et tout ça. Au fond, le cœur de cette esthétique, c'est Alice. C'est la jeune fille naïve qui s'est entraînée dans un monde où elle se retrouve loin de tout, elle bade. Il y a des gens qui veulent abuser d'elle, alors abuser d'elle pas sexuellement, hein, mais psychologiquement, qui veulent se servir d'elle, qui veulent la détourner, et elle cherche son chemin pour s'enfuir, et en même temps elle est perdue dans le fait qu'elle aime bien cet univers-là, et tout ça. Et bref, Alice, hein, c'est vraiment Alice. Hein. Où est-ce que ce sont les gothiques? En quoi elle est gothique? C'est pas qu'elle est gothique ou pas, c'est que déjà elle a l'esthétique Lolita, d'une part, et elle a enfin... Dans le récit même de la meuf qui va se perdre dans des univers alternatifs pour échapper à la réalité de la vie, il y a quelque chose de très gothique. Tu peux t'y reconnaître. Oui, voilà, elle a un vécu un peu gothique. Un peu goth, plutôt. Et un peu d'innocence à leur univers. Et qu'est-ce que ça a apporté culturellement et artistiquement de créer cet univers? Pour le comprendre, on va devoir se donner rendez-vous dans les années 90, au Japon. À la fin des années 80, le groupe X Japan devient un véritable phénomène. Son liner est matrixant. Ouais, faudrait que j'apprenne à faire des... Moi, liner, je sais très bien faire, mais je fais qu'un seul type de liner. En vrai, faudrait que j'apprenne. Au Japon. Allant à Moi, je pense que dans la féminité, je pense que ça se voit pas. Attendez. Je pense que dans la féminité, il y a un truc qui se remarque si vous êtes précis, c'est que je sais pas trop bien me maquiller. Genre, je fais pas des maquillages de fou. Je sais pas si vous le remarquez, mais... En fait, je sais faire un maquillage ou deux et je me contente de refaire toujours le même. Hein. Contre de l'artiste musical traditionnel, leurs silhouettes sont extravagantes, à la croisée du rock gothique britannique et du heavy metal américain. Derrière les coupes de cheveux intrépides et des maquillages glam, leur musique s'inspire pourtant du hard rock. Leur slogan, c'est Psychedelic Violence Crime of Visual Shock, qui formera le nom d'une scène musicale japonaise toute nouvelle, le Visual Kei. Ni un genre, ni un style musical, le Visual Kei est employé pour décrire des groupes musicaux à l'identité visuelle forte et spectaculaire. X Japan ainsi que d'autres pionniers, tels que Derlanger. Mais du coup, ça vient un peu du glam rock. Moi, j'ai l'impression que du coup, c'est le glam rock qui passe par le Japon, qui donne l'esthétique Visual Kei, qui donne les gothiques Lolita, et puis voilà. J'ai l'impression que c'est un peu ça la pipeline. Ou Dead End initie toute une génération de musiciens ayant goût pour le spectacle. Les groupes concernés font souvent du rock et du metal, mais pas uniquement. On y retrouve parfois des sonorités pop. La doctorante Claudia Adamovich observe le Visual Kei comme étant un croisement culturel entre des arts japonais traditionnels, tels que le kabuki, et entre des esthétiques européennes d'époque, spécifiquement au XVIIIe siècle, pour l'époque rococo et la Révolution française, et à l'époque victorienne et romantique du XIXe siècle. Oui.
On peut donner l'exemple du groupe Lunacy, dont le style à l'origine issu du rock gothique évolue dans une esthétique victorienne. On leur retrouve des blues, des redingotes et des chaussures d'époque. Et ouais, c'est ça des fois que je comprends pas avec ce pays, qu'est le Japon. C'est que c'est quand même un pays sacrément raciste, alors qu'ils sont tellement tournés vers des cultures occidentales. Après, peut-être qu'ils sont juste tout simplement pas trop racistes avec des occidentaux, hein, ça je m'en rends pas compte, mais aussi c'est vraiment des bandeurs d'ailleurs, hein. Ils vont beaucoup puiser ailleurs, hein, le Japon. Régulièrement des motifs du romantisme noir, tels que le corbeau. Après, peut-être je comprends pas la méta japonaise. Hein. En fait, je pense peut-être les traditionalistes japonais, les conservateurs japonais, ils aiment pas justement toute l'esthétique qui va puiser ailleurs. Ils bandent sur l'Occident. Ouais, moi je pense que les conservateurs japonais, peut-être leur méta, c'est de kiffer la tradition japonaise et occidentale, mais pas le reste. Ils ont un angle un peu colonial. Ils colonialisent les cultures. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais... Raciste parce qu'ils s'inscrivent dans la hiérarchie occidentale. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, ils ont un raciste un peu de... Nous, on n'a pas été colonisés. Donc on peut manger à la table des Blancs. Je pense qu'il y a une mentalité un peu comme ça, non? Peut-être que je me trompe, il y a peut-être des gens qui seront plus précis. Mais moi, si je fais un bet, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu cette sensation de manger à la table des Blancs. Ils se sont inspirés du colonialisme européen pendant leur industrialisation à partir de l'ère Meiji de ouf. Ok. Pas colonial, raciste car protectionniste. Oui, bon. Rappelant Edgar Allan Poe. Raciste parce que protectionniste, c'est une façon de justifier, d'excuser un peu leur violence, quoi. C'est pas que du protectionnisme. Hein. Ou carrément une église détruite dans le clip de Mother. Les arts gothiques seraient donc l'une des influences possibles pour les artistes de Visual Kei. C'est un univers qui ne va pas échapper à la star de notre vidéo, à la personne qui est à l'origine même du gothique Lolita, j'ai nommé... On peut pas dire que tout un pays est raciste. Oui, mais on peut dire qu'il y a une méta raciste dans un pays qui est quand même importante. Moi, désolé, si on me pose la question de est-ce que la France est un pays raciste, je vais répondre, bah ouais quand même. c'est tout, c'est comme ça. Dans l'état actuel, la France est un pays gangréné par des paranoïas racistes, oui. Et du coup, le Japon me semble être un pays raciste de la même manière. C'est gangréné par des discours racistes. Mana-sama. Mais il n'y a pas que les institutions, c'est aussi la population, ce qu'elle vote, ce qu'elle regarde à la télé, sa mentalité. Enfin, on est dans un pays qui a un gros problème de racisme, oui. Mana-sama est un personnage assez mystérieux. Androgyne, régulièrement habillé de manière féminine, l'artiste se reconnaît néanmoins trop stylé comme étant un homme. On ignore son véritable prénom et on est incertain de sa date de naissance. Certains estiment qu'il serait né en 1969. C'est le David Bowie, quoi. Tandis que d'autres disent qu'on n'en sait rien. En interview, il ne dit jamais rien à voix haute. Quand on lui pose des questions, il chuchote à l'oreille des membres de son groupe pour qu'ils répondent à sa place. Bah, du Japon. Ah non, il vient de France. Okay. Oui, dans son personnage peut-être. Énigmatique, froid et impassible, il n'en est pas... Mais les esthétiques sont incroyables. C'est trop stylé, hein. Vraiment une véritable star musicale internationale, réunissant des fan clubs jusqu'en France. Pour comprendre le phénomène qu'il représente, on va devoir reprendre sa carrière en partant de zéro. Mana-sama est né à Hiroshima, vraisemblablement dans les années 60 ou 70, et il est le fils de 2 professeurs de musique classique. Très jeune, il a donc une proximité avec l'art musical et développe une admiration spécifique pour Bach, qui restera toujours une source d'inspiration pour lui. Mana se décrit ensuite comme un adolescent des bonnes rêves, réservé et très timide, mais aussi macho. Par exemple, il raconte qu'il avait refusé de faire du piano, car pour le citer, c'était un truc de fille. Au lycée, il s'intéresse à la culture. Ah ça c'est un truc qui m'a toujours un peu fasciné dans les esthétiques glam rock, machin, c'est qu'en fait il y avait quand même beaucoup de sexisme. Mais comment tu traites la question quand t'es un mec qui s'habille comme une meuf? Tout ton personnage est basé sur le fait d'être très féminin. Comment après tu peux aller fermer des porte-nez des meufs? Comment tu te mets littéralement dans leurs pattes en fait. Oui, la dissonance. Punk occidental, dont il copie les coupes de cheveux extravagantes. Sa vie prend un tournant lorsqu'il va à son tout premier concert, animé par le groupe américain de heavy metal Motley Crue. Il apprécie également les groupes Slayer ou Goblin, qui composent les musiques de films pour George Romero ou bien Dario Argento. Mana aime par ailleurs le cinéma d'horreur italien, dont Dario Argento et son mythique Suspiria, mais aussi les réalisateurs Lucio Fulci et Mario Bava.
Après le lycée, Mana Logique, c'est leur moyen d'affirmer leur masculinité pour moi. Peut-être, ouais. Mais après, j'irai pas trop sur cette take parce qu'elle peut devenir transphobe. tu vois ce que je veux dire? participe à différents projets musicaux en tant que guitariste. En 1986, il participe à Vestige et de 1988 à 1990, Ah ouais, t'as raison, Weird Lab. Ouais. il sera dans le groupe punk Girl ou Girly, j'avoue je sais pas du tout comment ça se prononce. À l'époque, il se présente comme un musicien androgyne. Il adopte le pseudo de Serena et une apparence féminine, bien que pour le moment encore timide. Il commence à porter du rouge à lèvres, des cheveux longs et des nœuds à ses tresses. Suite au démantèlement de Girly, Mana décide de déménager. C'est comme Pierre Orca. Bah après, Pierre Orca, il a eu tellement de phases différentes que c'est un peu bizarre. Hein. Je pense que c'est sa phase récente, mais elle est pas définitive et ça le caractérise pas spécialement. Mais c'est vrai que Pierre Orca, il a toujours eu un peu ce truc d'esthétique un peu féminine, oui. À Tokyo. Là-bas, mais pas toujours. il cherche C'est pas parce qu'il est juste androgyne qu'il est forcément féminin. Tu veux. longuement du travail avant de finalement trouver un petit job dans un karaoké. À ce moment-ci, il a les cheveux vert vif, ce qui attise la curiosité d'un jeune homme appelé Cozy, qui se fait la réflexion. Egg Pierre Orca. Waouh. Je sais même pas. En fait, j'irais presque à dire que ça peut aussi ne pas être Egg et ça peut être un moyen pour lui de sortir de son drama. Hein. De faire une transition, d'être LGBT en mode youhou, regardez, je suis LGBT. Ça peut être une porte de sortie aussi. Hein. Son double alter lesbien, désolé. Hein. Oui, bon. Que quelqu'un qui a les cheveux verts est forcément cool. Je veux dire... non, c'est horrible ce que je vais dire. On en a eu quand même des histoires de personnes qui insistaient beaucoup sur l'angle « je suis LGBT, vous pouvez pas me reprocher ce que j'ai fait ». Est-ce que je dois rappeler Madame Yéyé, là? Ah, désolé, je suis dur, hein. Mais bon. Les deux artistes accrochent tout de suite. Mana est mystérieux et calme en dépit de son apparence extravagante, tandis que c'est l'exact inverse pour Cozy, qui avait à cette époque un style très sobre, mais un caractère extraverti. Cozy est à ce moment-ci le guitariste du groupe Matenrou et il propose à Mana d'en être temporairement le bassiste. Le groupe se sépare 6 mois après. Ce qui est pour le mieux, car désormais les deux artistes se connaissent suffisamment pour avoir envie de faire un groupe ensemble. En 1980... Après, ce qui est fascinant, c'est que par exemple les Coréens maintenant, ça y est, en fait leur esthétique, leur mode esthétique, c'est ce qui les définit à l'international, est très lié aussi au gothique Lolita. Hein. Je veux dire, quand tu regardes un peu les boutiques de vêtements coréennes, c'est ça. Ça rajoute des froufrous, ça rajoute des volants, ça fait des cols jabots, ça fait des... Enfin, c'est... On est là-dedans, quoi. Maintenant, c'est ce qui les définit beaucoup, j'ai l'impression aussi. Yéyé, j'avais des potes fans au lycée. Bah oui, hein. On s'en rappelle, hein. 12, le Je sais pas ce qu'elle devient, d'ailleurs. duo forme Malice Mizer. Ils choisissent le nom suite à une grande conversation philosophique qu'ont eu les deux amis. Ils se seraient questionnés sur la nature humaine. C'est qui Yéyé? C'est une personne qui faisait des chansons un peu politiques. En fait, c'est sûr que vous connaissez. C'est la personne qui a fait, je sais pas si vous vous rappelez, on s'en bat les couilles, 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 Ça, c'était Mrs. Yéyé. Il me semble, hein. Vous en rappelez pas? Attendez. En octobre Non. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. 20 millions de vues. Bah voilà, mais ça c'est une personne qui a transitionné après et qui a été abusée de grooming et de trucs pédos. Et elle a bien insisté sur le fait de « Mais non, je peux pas être pédo parce que je suis trans. » Voilà, bon. sur ce que signifie être un être humain, et ils en sont arrivés à la conclusion que l'homme était fait de malice et de misère, donnant le nom Malice Mizer. Les fans ont tendance à scinder l'évolution de Malice Mizer en 3 périodes. Après, je me souviens plus. Si ça tombe, c'est une histoire d'agression sexuelle, pas de pédo. Je me rappelle plus. Je dis peut-être de la merde. Je m'en rappelle pas, les gens. C'est il y a trop longtemps. Concordant C'était pas ça, oui, je suis d'accord, hein, c'est pas ça. Hein. Enfin, on est d'accord, c'est pas ça. J'ai un doute. avec les 3 chanteurs qui passeront par ce groupe, à savoir Tetsu, puis Gact, et enfin, brièvement Clara.
En revanche, la composition des musiciens ne bouge pas. On a Mana et Cozy, le duo de guitare, Yuki à la basse, et enfin Camille à la batterie. Au début de leur carrière, le groupe gagne en notoriété, surtout pour ses shows. On en a Et avant sa transition, elle disait qu'elle était pas pédo puisque bisexuelle. Ah oui, ouais, c'est... très peu d'images, mais il est raconté que dans des petits clubs, ils portaient des costumes goths extravagants, des décors immenses inspirés de ceux de l'opéra, représentant tantôt un château de vampires, une fête foraine, Ah oui, ou bien un champ l'esthétique de Mana est trop stylée, hein, c'est trop bien. de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Quand Gact arrive en 1995, la musique s'éclaircit, l'accent étant mis sur le rock progressif et la musique classique. Il s'inspire aussi de la musique française, et en particulier de Mylène Farmer, qui impacte considérablement la composition de Cozy et Mana. Et oui. Par ailleurs, un EP de Malice Mizer datant de Mylène, hein, une ref à l'international de fou. 1992 s'intitule Sans logique, en référence à un titre de Mylène Farmer. On perçoit dans les sonorités l'influence de l'artiste française, notamment dans leur son Sadness. Mana exprimera son admiration pour elle, lui faisant référence esthétiquement à plusieurs reprises. L'arrivée de Gact marque aussi un tournant dans l'apparence du groupe. Leur look s'inspire désormais plutôt du costume historique européen, mêlant thème gothique et couleurs saillantes. Ils s'essayent. Attendez, le costume de fou, il est incroyable. Incroyable. Je pense que l'élément de la tenue qui est le plus fou, c'est les putains de chaussures, là. Une dinguerie, hein. Du costume historique européen, mêlant thème gothique et couleurs saillantes. Ils s'essayeront à des propositions esthétiques variées. On explore tantôt la figure du fantôme, tantôt celle de l'amour perdu dans un XVIIIe siècle français. En concert, ils explorent également des personnages et des scénettes. C'est toujours Mana qui joue le rôle féminin. Il est tantôt une prostituée, le soir d'après une dominatrice, et le lendemain, la fille innocente corrompue par un vampire. Mais, en janvier 1999, Gact décide de quitter le groupe pour un projet solo. Et 6 mois plus tard, en juin 1999, le batteur Camille meurt subitement d'une hémorragie cérébrale. Après, désolé, il y a des moments où j'ai un peu le seum des Japonais. Parce que c'est trop facile pour eux de transitionner. Voilà mon avis. À l'âge de 27 ans. Il y a un bœuf de fou. C'est un choc et un déchirement pour les membres du groupe qui en seront profondément affectés. Ils refuseront toujours d'avoir un batteur pour le remplacer et Camille sera toujours crédité dans leur future Take raciste. Pourquoi c'est raciste? musique comme étant leur Eternal Blood Relative. Soit Show mouf. Oui, bah la génétique. Bah oui. Et donc? Pourquoi c'est raciste? membre Je veux dire que les corps sont un peu plus androgynes que la moyenne des occidentaux? C'est raciste? Non, c'est juste, j'observe, c'est tout. Vous êtes fous ou quoi? Pourquoi vous avez besoin de dire que c'est raciste? Ça me fascine, hein. éternel de la famille, même si c'est beaucoup moins beau et nuancé en français. Le décès de Camille marque un changement drastique dans l'allure du groupe. On jette les couleurs pour des looks gothiques funéraires. Mana avait déjà commencé à arborer un style élégant et lugubre. Alors bien sûr qu'on sait que des Asiatiques ils ont la plupart du temps des traits un peu plus fins quand ils sont jeunes. Du coup, l'androgynie, elle est plus facile en termes de proportion de corps, c'est tout, enfin c'est tout. On a le droit de le noter quand même. Et la disparition de son ami semble accélérer son processus esthétique. Mana-sama s'extrait d'un style associé au visual kei pour s'approcher de culture D'un point de vue occidental, je suis pas sûr que les concernés aient le même avis. Bah oui, je suis occidental. Je suis blanche, j'habite en France. Alternative et expérimenter ce qu'on appellera le gothique Lolita. Oui, ça y est, on en vient enfin à notre sujet initial. On le voit habillé ainsi pour la première fois en octobre 98. 2 mois plus tard, sa tenue est assez expérimentale, mêlant une tenue élégante avec des barésies, des cheveux à la visual kei et surtout des grosses plateformes ballerines qui font écho à Vivienne Westwood. Le style se concrétise en 99. Putain, des pompes à la Vivienne Westwood, pas comme ça. Grosses plateformes ballerines qui font écho à Vivienne Westwood. Pas comme ça, mais comme ça là. Ça, j'aurais trop envie d'avoir ça. Peut-être le prochain achat, mettre un peu de sous de côté, essayer de trouver des trucs pas chers sur Vinted là. J'aime trop, moi ça m'irait ça. Le style se concrétise en 99. Ici, on voit Mana et l'artiste Mitsukazu Miyara. En bas de la photo, c'est écrit que ces deux styles représentent respectivement le gothique Lolita dans la musique et le gothique Lolita dans le manga. Et surtout avec le cosplay, le fait de s'habiller autrement dérange pas du tout. Alors, par contre, j'ai beau notifier que les corps asiatiques sont plus aptes à l'androgynie ou des choses comme ça, certes, pour les garçons en tout cas. Pour les filles, peut-être que la méta elle est plus différente, mais du coup c'est interchangeable, oui forcément. Mais par contre les mentalités là-bas c'est pas trop bon. Ça c'est autre chose. Hein. Ça c'est autre chose. Hein.
C'est compliqué. Hein. Pour avoir eu des potes trans avec des familles japonaises ou chinoises, je peux vous dire qu'on n'en parle pas. Hein. À table, on dit rien. Hein. On vit en secret. Hein. C'est un peu compliqué. Habillé tout en noir, on retrouve aussi du velours et de la dentelle, qui rappellent le vêtement gothique. La silhouette de Mana en cloche courte est caractéristique des Sweet Lolita, tandis que Mitsukazu Miyara rappelle les coupes longues et bouffantes de l'époque victorienne. Les volants et les nœuds dans les cheveux évoquent la culture kawaii, tandis que leurs chaussures rappellent encore une fois le punk. Cette forme de gothique Lolita restera sensiblement la même, variant les matières, par exemple avec un effet vinyle. Les cheveux blonds coiffés en anglaise de Mana resteront mythiques encore aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'ils sont plus ouverts sur les trans que sur les gays, car ça faisait moins de remue-ménage sociétalement. Peut-être. Après tout, c'est ce qui se passe en Iran. Hein. Avec les personnes gays, on leur propose de faire des transitions. C'est un peu la même chose. Hein. On pourrait trouver étrange de voir un homme s'habiller comme une poupée de porcelaine gothique. Probablement inspiré par ces personnages de scène qui vacillent entre innocence et malice humaine, il s'est créé un personnage féminin romantique, nuancé et poétique. Rien n'est laissé au hasard par l'artiste musical, qui déclarera vouloir être l'ultime Onagata. Ah oui, vous êtes pas au courant? Oui, en Iran, il me semble que quand t'es un mec gay, si tu te fais choper, bah déjà ça va mal se passer pour toi, mais en fait c'est plus communément admis que tu transitionnes, et je crois même que certaines opérations sont remboursées par l'État, histoire que tu sois une femme et que tu fasses pas chier en étant un homme gay, tu vois. Ça se fait partout. Non, ça se fait pas partout. T'es obligé même, je crois. Ouais, il y a un lore comme ça, ouais. En Iran, c'est légal et gratuit de transitionner, oui. Il me semble. Et d'ailleurs, ça a été un argument des TERF. Hein. Très souvent, elles ont ressorti le truc. Hein. Elles ont dit, mais regardez les trans. Ils forcent les hommes homosexuels à devenir des femmes. Alors que c'est juste un truc qui se passe en Iran. Globalement, ça concerne personne à part les gens là-bas, mais bon. L'Onagata est une figure traditionnelle japonaise. En Égypte aussi, ok. France c'est ok, mais homo non. D'accord. Après, bon. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est pareil au Maghreb? Parce que moi, des trans algériennes ou marocaines, des fois, il y en a qui sont arrivées en France, elles ont vécu des dingueries là-bas. Hein. Toute la phase de transition où t'es clocable, tu la vis très très mal là-bas, quoi. Issu du théâtre kabuki. En France, c'est un théâtre qu'on connaît très peu, parce que c'est très éloigné de notre perception du spectacle. Le théâtre kabuki s'intéresse plus au jeu du comédien qu'au texte. Les artistes jouent sur des gestes surexagérés qui doivent détacher le plus possible d'une intention de réalisme. Cette ultra-stylisation de la réalité est une forme de beauté que les Japonais appellent yushikibi. Le kabuki fait ses débuts au XVIIe siècle dans des maisons closes et deviendra au fil des décennies un art populaire. On exclura progressivement les femmes, puis les jeunes hommes des comédiens, dans une volonté de retirer la prostitution de l'équation. Encore aujourd'hui, les rôles masculins et féminins sont tous joués par des hommes adultes. Les comédiens interprétant des rôles féminins sont spécialisés dans le travestissement et sont considérés comme de véritables stars. On les appelle les Onagata. En Occident, le travestissement est souvent employé dans... Et finalement, ça a presque créé un trouble dans le genre aussi à l'époque, parce que en fait, à la base, les Onagata, c'était pour éviter qu'il y ait des femmes dans ces espaces-là, dans les trucs artistiques. Mais finalement, tu te retrouvais avec des hommes qui devenaient fans et qui étaient prêts à payer pour coucher avec les acteurs masculins qui interprétaient des femmes, quoi. C'est bon. Des questions de genre et ou de sexualité, comme par exemple avec le drag. Mais au Japon, un homme qui se travestit dans un but artistique ne remet pas en question ni sa sexualité, ni son identité de genre. Bien qu'on puisse notifier quelques cas exceptionnels, comme par exemple Miwaki. Il y avait les Wakushu aussi, oui, il y avait plein de lore compliqués au Japon. Il y avait aussi dans le lore des samouraïs. Il me semble que les jeunes samouraïs, avant d'être officiellement un peu des samouraïs, c'était des... Enfin, il y avait un rapport un peu comme dans la Grèce antique, hein, on pouvait baiser avec. Je crois que c'est ça, non? Et il y a un terme pour dire ça, pour dire que c'était des jeunes adultes. Je sais plus comment on dit. Après avoir crevé l'écran dans une performance dite d'Onagata, l'acteur est ensuite devenu une icône gay militante. Quand Manasama déclare vouloir être l'ultime Onagata, il fait donc directement référence à l'art du kabuki. Ce qui n'est pas si surprenant que ça, car pour rappel, en accord avec... Ouais, il y avait des formes de pédérastie. Les remarques de Claudia Adams. Mais ce qui était intéressant historiquement, c'est qu'on a identifié qu'il y a des jeunes adultes qui étaient dans cette catégorie-là,
qui ont entretenu esthétiquement le fait de plus âgées garder cette esthétique-là, parce qu'en fait c'était un rôle de genre qui leur convenait. Donc elles sont restées dans cette esthétique. Le visual kei prend racine dans le kabuki. Le visual kei vient styliser notre réalité, exagérer une esthétique, rappelant le concept de Yushikibi. Les artistes de visual kei sont revendiquent eux-mêmes, certains déclarant même faire du kabuki rock. En un sens, Mana-sama et ses partenaires font du kabuki, mais dans une forme moderne, inspirée du rock, dans une volonté d'explorer de nouvelles formes de beauté, de nouvelles formes de Yushikibi. On pourrait même aller encore plus loin. Le kabuki emploie des maquillages très caractéristiques. Les personnages humains arborent des teints blancs comme neige, tandis que les êtres surnaturels dénotent par des rayures. Comment ils font leur... C'est de la peinture ou pas sur le visage, ou c'est de la poudre? Je me suis toujours demandé. Selon la forme et la couleur de celle-ci, elle ne signifie pas la même chose. À mon avis, pour que ça soit aussi opaque, c'est de la peinture. Hein. J'avoue que j'ai peur de surinterpréter, donc prenez avec des pincettes ce que je vais dire, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être qu'on peut associer la symbolique du maquillage de Mana En Europe, avec les chevaliers écuyers, c'était pareil aussi, je pense. Bah, il y avait la chrétienté, hein. C'était interdit de faire de la sodomie, donc... Peut-être que ça se faisait, mais ça se faisait à l'abri des regards. Hein. la symbolique De la peinture poudrée, ok. du kabuki. Ça ne vous aura pas échappé, le bleu est sa couleur préférée. Dans le kabuki traditionnel, le maquillage bleu représente la figure du fantôme, de l'esprit ou de la créature magique. Okay. Elle est également associée à de la malveillance ou à des émotions négatives, comme la jalousie ou la tristesse. Le nom de scène qu'a choisi Mana va aussi dans ce sens, car dans sa forme écrite, le mot Mana signifie « mauvais esprit ». Mana mélangerait donc deux rôles types du kabuki, avec d'un côté la femme, l'onagata, et de l'autre, le mauvais esprit. Il performe une femme élégante, Ok, c'est intéressant, du coup le croisement vient surtout de là, quoi. distinguée, mais également sombre, morose, comme une poupée abîmée par le temps. Le kabuki rock lui permettrait d'expérimenter une forme alternative de féminité, qui ne s'inscrit pas dans un registre traditionnel ou normé. Cependant, il ne s'agit pas de sa seule source d'inspiration pour le travestissement. En effet, Mana évoque à plusieurs reprises le personnage fictif d'Orlando. Je crois que j'ai la ref, mais je m'en souviens plus. C'est une dinguerie d'être aussi beau, par contre. Ah, tu vois que t'es pas asexuel, bon. En 1928, l'autrice britannique Virginia Woolf publie une biographie d'un personnage androgyne imaginaire du nom d'Orlando. Elle vit durant 4 siècles, du 16e au 20e, et a la particularité de changer de sexe au milieu de sa vie. Pour cette écriture, Virginia Woolf s'inspire de la vie de Vita Sackville-West, avec qui elle a vécu une histoire amoureuse passionnée. Vita Sackville-West était connue pour être bisexuelle, mariée à un homme, tout en vivant des relations lesbiennes extra-conjugales. Elle avait également tendance à se travestir en homme pour sortir en ville avec d'autres femmes, afin de feindre le couple hétérosexuel. Le personnage d'Orlando, tout comme J'ai jamais lu. elle, va vivre une fluidité dans son expression de genre. C'est-à-dire qu'elle va s'habiller parfois comme un homme, parfois comme une femme, et qu'elle va relationner avec des hommes ou des femmes selon son humeur. Virginia Woolf écrit à ce propos « Elle n'éprouvait, semble-t-il, aucune difficulté à tenir ces différents rôles, car son sexe changeait beaucoup plus fréquemment que ne peuvent le concevoir ceux qui n'ont porté qu'une seule vêture. Il ne pouvait non plus y avoir le moindre doute que ce moyen lui permettait de faire double moisson. Les plaisirs de l'existence se sont trouvés C'est qui cette actrice, déjà? accrues et les expériences de celle-ci multipliées. Contre la probité des culottes, elle échangeait la séduction des jupons et jouissait C'est Tilda Swinton. Ok. de l'amour des deux sexes, pareillement. Ce passage exprime clairement la capacité d'Orlando à être tantôt un homme, tantôt une femme, sans se contraindre à n'être que l'un ou l'autre. Il est aussi intéressant de noter que les changements de genre d'Orlando se signifient par le vêtement. Et c'est pareil du côté de Mana. Sa performance féminine se concrétise par l'apparence. De plus, il ne dit pas un mot. On comprend le personnage féminin par son simple apparat et son attitude. De la même manière qu'Orlando, Mana joue avec les codes sociaux de la féminité à sa convenance. C'est Philippe Catherine? Sans chercher à correspondre à un idéal féminin social. Sa féminité est alternative, interprétée à son bon vouloir. Elle est sombre, mélancolique, composée d'habits victoriens qui rappellent les descriptions vestimentaires d'Orlando. Mana aurait pu se contenter d'être un personnage, de Ou alors, qui a lancé les vêtements? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est une marque de vêtements? n'être que cette élégante poupée silencieuse, mais il voyait les choses en plus grand. En octobre 1999, Mana sort sa propre griffe, Ah, voilà.
même moitié, dont l'intégralité des vêtements s'inscrivent dans des thèmes issus du gothique Lolita. Ok, oui, on est là-dedans, oui. On y retrouve des robes et des jupes qui s'arrêtent au-dessus du genou et prennent du volume au moyen de jupons. C'est une silhouette qu'on retrouve depuis plusieurs années déjà dans le sweat et le classique Lolita, qui s'inspire à la fois des costumes d'époque et des créations de Vivienne Ok, le gothique Lolita, c'est apparu après. Westwood. Outre la silhouette, on retrouve des thèmes religieux, comme le motif de la croix. J'aurais dit que pour moi, j'avais l'impression que le gothique Lolita, c'était un truc qui était là depuis avant. Que c'était un peu la genèse un peu du croisement et qu'ensuite il y a eu des esthétiques dérivées. Et en même temps, ok. Chrétienne. En fait, en soi, c'est le punk qui a amené ça. C'est Vivienne Westwood qui a amené ça un peu en première, peut-être. Enfin, qui a recréé ça à l'international, peut-être, je sais pas. Qui revient régulièrement. Si les premiers vêtements sont uniquement de couleur noire, Mana y ajoute progressivement du blanc, et puis enfin sa couleur préférée, le bleu. Encore à l'heure actuelle, c'est cette combinaison de couleurs qui dirige la direction artistique. Moi-même Moitié et Mana-sama ne sont cependant pas les deux seules références en matière de gothique Lolita. On va retrouver l'atelier Pierrot, très ancré dans une influence historique et romantique. Ou alors Alice and the Pirate, qui comme son nom l'indique, s'inspire de la figure du pirate. Perso, j'ai un petit coup de cœur pour... Moi, justement, en fait, moi, c'est ce qui m'attire aussi des fois dans ces esthétiques, c'est que tu peux vite en dégager un truc un peu pirate. Et moi, je trouve ça stylé. J'aime bien le croisement. Quand les gens, ils sont en mode, est-ce que c'est gothique Lolita ou est-ce que c'est pirate? Miho Matsuda, qui expérimente d'abord... Moi, je pense sincèrement qu'il y a des esthétiques pirates qui pourraient être très stylées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, esthétiquement, si on veut se diriger vers un truc un peu nouveau, un renouvellement esthétique, ça peut être un truc autour du pirate, je pense. Le punk féminin avant de s'intéresser à des vêtements romantiques et élégants. J'adore ses chaussures, surtout sa version des Rocking Horse qui vont là où Vivienne Westwood n'est pas allée. Les formes sont audacieuses. Pareil pour ce genre de plateforme à bout carré. J'y pense la nuit avant de m'endormir. Imaginez, on arrive à produire une esthétique pirate autour d'un imaginaire politique lié au réalisme capitaliste et à la manière d'être un pirate économiquement dans cette société. Moi, je trouverais ça trop stylé. Beaucoup d'autres artistes et personnalités ont contribué au développement du mouvement Bon, il est heureux là, ça y est. gothique Je vais faire que des rêves comme ça. Lolita. Mais en s'inscrivant... Booba. Ouais, peut-être Booba avec une esthétique un peu victorienne, ouais. Après, moi je suis désolé. Tu mets Booba dans un clip, dans un château victorien, avec une chemise à jabot et une esthétique comme un noble de l'époque là, qui te balance les plus grosses cuts du monde. Moi je prends, hein. Je prends tout de suite. Booba qui te sort des métaphores à base de je vais te casser le coccyx en buvant un verre dans une coupe en métal, là, c'est incroyable. Toujours dans la proposition artistique initiale de Mana. On peut les découvrir dans le magazine Gothic and Lolita Bible, un spin-off du magazine Kera. Le premier numéro... Bah oui, le duc, ça prendrait tout son sens, hein. Dans le magazine Gothic and Lolita Bible, un spin-off du magazine Kera. Le premier numéro sort en 2001. Dans le magazine, on peut retrouver des photos de personnalités, par exemple Mana, ou d'inconnus dans la rue portant un style gothique, ou Lolita, ou gothique Lolita. Des pages sont dédiées aux nouvelles sorties de leur boutique préférée, et on peut retrouver des planches de manga sur ces thèmes. Pour les 8 premiers numéros, c'est l'artiste Mitsukazu Miyara qui illustrera les premières de couverture. Ah, j'ai déjà vu ce genre de dessin. Cette culture de niche prendra progressivement de l'ampleur à l'étranger, et en particulier en Europe. On doit cette évolution au magazine, aux illustrations, à la renommée internationale de Mana, mais aussi beaucoup à la représentation médiatique. Pour le meilleur, et pour le pire. Oui. Ah, ça y est, on va partir de côté un peu touchy. Les représentations du gothique Lolita sont assez variées. On en retrouve beaucoup dans les mangas, les animés, ainsi que dans certains films japonais. Incroyable. La première occurrence que j'ai trouvée dans mes recherches, c'est en 1999, dans le manga Paradise Kiss par Ayazawa. On en a déjà parlé sur la chaîne, Ayazawa évoque beaucoup la mode issue de Harajuku dans ses créations. C'est Nana ou pas? Attends, c'est lui qui a fait Nana? Par exemple dans Nana. Oui, voilà. Avec Paradise Kiss, le personnage d'Isabella porte principalement du classique Lolita d'inspiration victorienne, mais on la voit également porter des touches de gothique Lolita. C'est aussi intéressant de noter que le personnage d'Isabella est probablement une femme transgenre. L'utilisation du gothique Lolita se fait Ah ouais, ok. alors pertinent, puisqu'il fait écho aux questions de genre qu'on a abordées tout à l'heure. Malheureusement, cette représentation ne sera pas toujours aussi judicieuse. Paradise Kiss est ce qu'on appelle un shoujo. Putain, il faudrait que je lise un Nana, j'ai jamais lu, hein. Je devrais, hein.
C'est-à-dire que la cible éditoriale de ce type de manga sont les adolescentes et les Et jeunes. après, vous me conseillez quoi? Vous me conseillez de lire ou de regarder l'animé? Il y a un animé, Nana, non? Lire? Trop bien, Nana. Lis, c'est mieux. Lire, oui. C'est pas, Nana, c'est Paradise Kiss. L'animé, après, je sais pas. Justement, je demande. Moi, je peux, hein. Là, justement, j'ai fini House of Dragon, donc je cherche des trucs à lire. Et après, en ce moment, je suis dans Balzac. Là, je suis en train de lire Le Père Goriot. Je suis en train de finir Le Père Goriot. Et je kiffe trop. C'est trop bien. Je vais m'en lire un autre, hein, de Balzac. Juste après, j'enchaîne. Hein. J'aime trop. C'est trop bien. C'est vraiment bien, Le Père Goriot. Ouais, Balzac, il est trop fort. Hein. En fait, c'est hyper intéressant parce que Le Père Goriot, c'est... En fait, moi, ça m'angoisse parce que j'ai l'impression que c'est une lecture qui va m'aider pour arriver à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les gens qui connaissent le bouquin. C'est un peu dur de réfléchir comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que ça me donne des armes pour réfléchir au fait d'arriver à Paris. Qu'est-ce que c'est que cette bourgeoisie un peu déconnectée intramuros? Comment elle réfléchit? Les rapports sociaux qu'elle a entre elles? Finalement, quand bien même il y a 2 siècles qui nous séparent, tu te sens Rastignac. Bah, c'est pas que je me sens Rastignac, c'est que si j'y réfléchis pas, je peux me faire avoir comme Rastignac. Tu vois ce que je veux dire? Je peux me retrouver à être naïve comme un Rastignac. Une fois que j'arrive à Paris et que je me retrouve dans des cercles où je dois... Enfin, tu vois? J'ai l'impression que ça me donne une leçon. Ça me dit, attention, te fais pas trop mousser. Tu vas être à Paris, tu vas être dans des milieux, ok, mais te fais pas trop mousser. On est similaire aux gens du 19e siècle quand même. Bah, le Paris de l'époque, il est très semblable au nôtre. Hein. Planche-toi dans Zola. Oui, de toute façon, oui. Mais là, Zola, je connais un peu plus. Mais Balzac, je connaissais pas du tout. C'est pour ça que je lis. Comme ça, je saurais ce que c'est. Femmes. Mais du gothique Lolita, on n'en retrouvera pas que dans les shoujo, on en retrouvera aussi dans les shonen. Et les shonen, ce sont les mangas dont la cible éditoriale sont les garçons adolescents et les jeunes hommes. Peut-être que vous voyez déjà où je veux en venir. On se retrouve... Attends, quoi? Désolé, j'ai perdu le fil. Paradise Kiss est ce qu'on appelle un shoujo. Ouais, shoujo, comme Berserk. C'est-à-dire que la cible éditoriale de ce type de manga sont les adolescentes et les jeunes femmes. Mais du gothique Lolita, on n'en retrouvera pas que dans les shoujo, on en retrouvera aussi dans les shonen. Et les shonen, ce sont les mangas dont la cible éditoriale sont les garçons adolescents et les jeunes hommes. Peut-être que... Berserk, c'est un seinen. Berserk, c'est un seinen. Tu n'as pas lu le manga ou quoi? Ça parle d'un homme qui se bat pour affronter son destin. Et qui souffre. C'est un seinen, hein. C'est une blague, la team premier degré. Ben oui, c'est une blague. Et vous connaissez pas le lore. Hein. Pendant des années, il y a eu un débat sur le fait est-ce que Berserk c'est un seinen ou c'est un shoujo. Pourquoi? Parce que la structure narrative de Berserk, avec le triangle amoureux, avec Casca et Griffiths, est une structure de shoujo. Donc c'est vrai que ça en fait une œuvre un peu ambiguë. On peut en débattre. Il y a débat. Mais évidemment que c'est un seinen. Mais c'est vrai que c'est un peu une structure de shoujo. Bref. Vous voyez déjà où je veux en venir. On se retrouve dans une situation où le male gaze va interpréter très différemment le vêtement gothique Lolita. Même si beaucoup de shonen tournent autour de la bagarre, de l'aventure, on retrouve régulièrement de la romance qui dépasse les limites du vulgaire. Dans ces types de mangas, les personnages féminins sont ultra sexualisés et correspondent à différents Oui, bon, après, manga challenge ne pas sexualiser, quoi. archétypes qui sont en fait des fétichismes. La gothique Lolita s'est donc retrouvée être un archétype, un objet de fantasme romantique pour adolescents, certains récits étant plus ou moins nocifs dans leur représentation. Je vous épargne... Bah oui, en fait, mais en fait, la question éthique, elle est là. C'est bien, elle me permet de formuler le truc un peu mieux. Le débat que j'avais en début de vidéo, là, sur la question du gothique Lolita, le fait que les gens trouvent ça cringe et tout ça. Est-ce que, parce que le male gaze s'empare d'une esthétique, on doit la jeter à la poubelle? Genre, vraiment, la question qui se pose, c'est celle-là, alors, du coup. Est-ce que parce que le male gaze transforme une esthétique en fantasme, qu'on devrait l'acheter à la poubelle? C'est... bon. Évidemment, les contenus qui impliquent de très jeunes filles habillées en gothique Lolita, mais c'est important de souligner leur existence, car ils exercent un pouvoir d'action. Comment tu définis le male gaze? Bah, c'est le regard d'un homme, le regard sexualisant d'un homme sur les personnages féminins. En fait, le male gaze, c'est la manière de reconnaître quand une œuvre, quand de l'art, quand des signes ont été pondus par des hommes,
et définissent des personnages féminins ou des représentations féminines comme sexuelles avant tout. Voilà, c'est ça le male gaze. C'est la manière dont un homme appose son propre désir, ses propres fantasmes sur des représentations. Voilà. Sur l'imaginaire commun. J'ai pas compris la take sur le male gaze. Bah, c'est pas parce qu'une esthétique est très sexualisée, parce que des hommes se l'approprient et se mettent à fantasmer dessus, on doit l'acheter à la poubelle parce que c'est trop sexualisé. Genre demain, si ta gamine elle a 16-17 ans et qu'elle a envie de s'habiller en gothique Lolita, est-ce que tu devrais lui reprocher que c'est quand même très sexualisant et que dans la rue, elle veut aguicher les gens? Bah c'est compliqué en fait, parce que pourquoi est-ce qu'elle devrait forcément éviter tout ce qui a été sexualisé? Dans ce cas-là, il reste pas grand-chose. Hein. Globalement, les mecs, ils sexualisent tout. Hein. Bon. Que l'on se fait autour du gothique Lolita. Et si le personnage n'est pas sexualisé, en revanche, il sera un objet romantique. L'exemple le plus éloquent est Misa Amane, l'un des personnages principaux du manga. Ah, je l'aime pas. En fait, c'est ce qui premier degré, ce qui m'a fait ne pas aimer l'esthétique, c'est le personnage de Death Note. À la base, j'aime pas trop l'esthétique parce que j'aime pas le personnage. Manga Death Note. Pour ceux qui ne connaissent pas le manga, très rapidement, c'est l'histoire d'un adolescent qui récupère un Death Note, le cahier d'un dieu de la C'est même pas sa personnalité. J'aime pas aussi comment elle est dessinée. J'aime pas son chara-design. Elle me fatigue. mort, qui lui permet de tuer qui il veut en écrivant son prénom dans le cahier. Misa Amane tombe désespérément amoureuse de ce personnage et se sacrifiera pour lui tout le long du manga. Misa Amane ne porte pas exactement du gothique Lolita à la manière de Mana, mais l'auteur dira explicitement qu'il s'en est inspiré pour créer ses tenues. En fait, il y a qu'un seul moment dans l'animé où elle porte du... Oui, tout le monde est insupportable dans Death Note, à part elle. Parce que elle, il est trop stylé. Avec ses gros doigts de pied, là. Et littéralement, il y a son stream. Hein. Du vrai gothique Lolita. Et c'est lors de sa toute dernière scène. Je vous invite à suivre ce timecode si vous ne voulez pas être spoilé. On est donc à la fin de l'arc entre Light et elle. Et pour rappel, Light perd la partie et meurt de manière pathétique. Oh, incroyable, il y a des pièces de théâtre au Japon. Sur Death Note. Dans la foulée, Misa Amane prend la décision de se suicider. Lors de la scène de crédit, on voit Misa Amane habillée en gothique Lolita. Elle monte en haut d'un immeuble et on comprend qu'elle se donne la mort. Le fait qu'elle porte... Oui, voilà, c'est ça qui me saoulait. En fait, bah voilà, je me suis fait avoir. Le male gaze de l'écriture de ce personnage m'a un peu dégoûté de l'esthétique. Que je la trouvais bête. Je trouvais que elle apportait rien. C'était un... Bref. Cette tenue n'est pas anodin. À la fin, elle se suicide, quoi. Enfin, elle fait rien d'autre. Elle se tait, elle suce Light et après, elle se suicide, quoi. Représente Misa Amane comme la poupée qu'elle a toujours été, comme la marionnette de Light, bah oui. Qui a profité de son amour et de son abnégation. Le thème gothique renforce l'aspect tragique du personnage, qui s'est sacrifié et qui a pourtant tout perdu. Misa Amane, même rejetée, reste cependant un objet de fantasme romantique, étant sensualisé à plusieurs reprises. Cependant, ce n'est pas ce qui constitue le personnage, et l'usage de ses vêtements a un véritable sens dans la narration. En conséquence, le gothique Lolita n'est pas toujours employé pour de la fétichisation. Il peut aussi être utilisé comme un... Moi, je suis d'accord que ça a un sens dans la narration. Parce qu'il y a l'histoire des Shinigami, parce qu'elle est un peu marginale, c'est une marginale de fait, et que du coup tu la marginalises, quoi. Enfin, et puis ce type d'esthétique est évocateur de la question de la mort, des démons, du châtiment, donc oui. Outil scénaristique pertinent. On peut aussi penser au portrait de la petite Cosette, un très court animé sorti en 2004, qui sera Alors je pense que Cosette, elle avait pas les moyens de s'acheter du gothique Lolita, par contre. Je pense que c'était plutôt Gunny et voilà quoi. Et rien de plus. Hein. Commandé par le magazine Gothic and Lolita Bible lui-même. Sous une forme d'horreur psychologique, on suit une romance entre deux adolescents séparés par plusieurs siècles. Le jeune homme travaille dans un magasin d'antiquités, tandis que la petite Cosette est un esprit coincé dans son tableau. Là encore... Ah oui, c'est pas la même, ok. J'ai cru que c'était une adaptation de Victor Hugo. Le vêtement de Cosette... Oui, une robe Lolita, ça coûte cher de fou. Fait sens. Mais cette fois-ci, c'est parce qu'il fait écho à une époque antérieure. De son vivant, elle porte des vêtements plus ou moins fidèles à un XVIIIe siècle français, dans des tons roses qui sont doux et innocents. Dans sa forme fantomatique, les tenues de Cosette ressemblent plus à du Lolita contemporain dans leur silhouette. Les couleurs sont désaturées, alternant entre le noir et le blanc, avec quelques touches de rouge sombre. Il arrive aussi que ce ne soit ni un fétiche, ni un outil scénaristique, mais que le style vestimentaire vienne étoffer le caractère d'un personnage. On peut donner l'exemple d'Anakushina dans l'anime K, ou alors de Celestia Ludenberg dans le jeu vidéo Danganronpa. Ah oui, si, je vois, ok. Ces différents personnages sont devenus à terme de véritables influences dans la culture Lolita à l'étranger.
Au Japon, la culture gothique Lolita passe davantage par les magazines et les illustrations, et rarement par des produits culturels médiatiques. Pour ce qui est de l'Europe, il est important de souligner la double perception de ce mouvement vestimentaire. D'un côté, on a la représentation presque offensante dans les mangas shonen. Oui, c'est ça. Et de l'autre, on retrouve l'influence du visual kei, de Manasama, ainsi que de certains shoujo. Et c'est En fait, si tu digues pas, t'as forcément l'impression que c'est un truc sexualisé et tout, quoi. cette seconde perception qui a contribué à l'émergence de mouvements gothiques Lolita européens. On peut en retrouver même aujourd'hui en France. Beaucoup de femboys, hein. Au final, même si altéré par les médias, Manasama, en nous offrant son univers, a créé un véritable refuge esthétique, dans lequel on peut expérimenter une féminité alternative, entre élégance, kawaii et thème gothique. J'espère que cette histoire autour du gothique Lolita vous aura éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà le gothique Lolita. Et si oui, est-ce que c'était par les mangas shonen ou est-ce que c'était plutôt par le visual kei et Manasama? On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Oui, merci. C'était incroyable. J'ai trop aimé. C'est trop bien, hein, ces vidéos, elles sont vraiment bien. Hein. C'est bien. Mais justement, en fait, elles sont d'utilité publique, quoi. Elle te retrace le truc et justement, en fait, elle aborde des esthétiques des fois mettent un peu mal à l'aise les gens et c'est très très bien qu'elle le fasse. Elle t'apprend, elle te donne un cours. Hein.